Merci de nous rejoindre sur France Info et je vais sans plus tarder vous présenter nos invités. Bonsoir Aurélie Trouvé. Bonsoir. Députée La France Insoumise, Nouveau Front Populaire de Seine-Saint-Denis. Olga Givernet est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Députée Ensemble pour la République de l'Ain. Alexandre Touzé est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Vice-président LR du Conseil départemental de l'Essonne. Patricia Issa de Grandy, notre éditorialiste politique France Info, comme chaque soir dans le 21-22, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Julien. Patricia, puis Iñaki Echaniz, député PS des Pyrénées-Atlantiques et secrétaire de l'Assemblée nationale, est également avec nous. Merci à tous d'être avec nous ce soir sur France Info. On va d'abord évoquer l'affaire du projet de destitution, même s'il n'a pratiquement aucune chance d'aboutir. Ce processus qui vise à destituer Emmanuel Macron, initié par la France Insoumise, a donc franchi une première étape. Les députés du bureau de l'Assemblée nationale l'ont jugé recevable. Ce matin, ils l'ont transmis à la commission des lois. Explication, Florence Thiel. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale ce midi, la satisfaction des membres de la France Insoumise. Leur proposition de destitution du chef de l'État vient d'être jugée recevable par le bureau de l'Assemblée, où le NFP est majoritaire. Bonjour à toutes et à tous. C'est un événement, encore une fois, inédit dans la Ve République, où à majorité, les membres du bureau ont considéré que le président de la République n'était plus le garant du bon fonctionnement des institutions républicaines et que donc le débat devait avoir lieu. Le PS, pourtant opposé ces derniers jours à cette proposition, a finalement décidé de ne pas empêcher son arrivée devant la commission des lois. Il s'agit simplement de faire respecter l'intention organique de l'article 68 et non pas d'avoir un débat d'opportunité dès le bureau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas son rôle. Une attitude du PS vivement critiquée par l'ex-majorité. On a un groupe parlementaire aujourd'hui qui dit oui, le motif, enfin non, le motif n'est pas grave, non, le motif n'est pas sérieux, non, ce motif ne justifie pas la destitution, mais pour autant, je vais voter sa recevabilité. Gabriel Attal dénonce, lui, je cite, une déclaration de guerre à nos institutions. Lors du débat public dans l'hémicycle, les divergences au sein de la gauche devraient ressurgir. Les députés PS ont d'ores et déjà annoncé qu'ils voteront contre l'adoption du texte, le jugeant voué à l'échec. Patricia, une journée historique selon Mathilde Panot, l'Insoumise. C'est quoi l'origine de ce projet de destitution ? Eh bien, au départ, les Insoumis ont lancé cette procédure de destitution vis-à-vis du président de la République parce qu'ils considéraient que c'était une réponse politique à la hauteur du coup de force antidémocratique d'Emmanuel Macron qui avait refusé de nommer Lucie Castet, la candidate du NFP, à Matignon. C'est de là que ça vient. Sur la suite, finalement, du chemin législatif, eh bien, elle va passer en commission des lois, puisque ça y est, elle a été validée grâce aux voix du PS. Elle va être votée, qu'elle soit votée ou rejetée, eh bien, elle ira quand même devant l'hémicycle. Elle sera donc discutée, débattue dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il y a peu de suspense, vous l'avez entendu dans le sujet, qu'elle passe, donc elle devrait être rejetée, puisque les socialistes, même s'ils ont voté pour sa validité sur la forme, eh bien ils voteront contre sur le fond. Ce sont leurs voix qui ont permis de valider la procédure. Le groupe PS, très divisé sur la question hier, ça a beaucoup discuté. Eh bien, ils ont fini par lâcher face à quoi, au petit coup de pression de Jean-Luc Mélenchon, leur allié de la France Insoumise. Ce week-end, lors de la fête de l'humain, il leur avait lancé, je le cite, « Nous ne vous demandons pas d'être d'accord, nous vous demandons d'accepter de transmettre et de laisser la commission des lois s'en débrouiller. » Jean-Luc Mélenchon a, cette fois, réussi son coup. Pendant des semaines, la France Insoumise va faire infuser l'idée que le président de la République pourrait être destitué. Alors Aurélie Trouvé, tout le monde s'accorde à dire que cette procédure n'a aucune chance d'aboutir. Ça veut dire quoi ? Que vous êtes dans une démarche symbolique avec ce projet de destitution ? Absolument pas. D'abord, je veux dire que c'est pas une décision à la légère que nous avons prise. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'une procédure de destitution est examinée à l'Assemblée nationale. Ce sera désormais le cas. Et nous considérons que c'est absolument sain pour la démocratie d'utiliser cet article de la Constitution, vu la situation grave dans laquelle nous sommes aujourd'hui, puisque nous considérons, et d'ailleurs je crois un grand nombre de Français aujourd'hui considèrent, que le président de la République ne respecte pas son mandat de président de la République, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ne respecte pas le bon fonctionnement des institutions et la démocratie, tout simplement, et vous le savez, parce que il a notamment ignoré, volé quelque part
l'élection législative qu'il a lui-même provoquée des 30 juin et du 7 juillet. Mais nous sommes aussi dans une situation grave de plusieurs points de vue. Vous le savez, on va, je crois, en discuter tout à l'heure. Nous sommes dans une situation de gouvernement démissionnaire et illégitime depuis 3 mois, pas de gouvernement de plein exercice. Un budget, on ne sait pas s'il est là ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait quasiment 2 mois que les députés auraient dû, l'Assemblée nationale, l'avoir entre les mains pour commencer à l'examiner. Alors, on parlera de ce budget un petit peu plus tard, mais sur ce projet de destitution, on vous accuse d'abîmer la fonction présidentielle. Qu'est-ce que vous répondez ce soir ? Au contraire, je crois que c'est Emmanuel Macron qui abîme très fortement la fonction présidentielle en ne respectant pas son mandat, en s'accrochant au pouvoir. Et nous utilisons le seul moyen qu'il existe dans la Ve République de rappeler au président de la République sa responsabilité. Et je crois que c'est sain que nous puissions aujourd'hui en débattre dans l'hémicycle, dans l'Assemblée nationale, précisément parce que notamment la démocratie parlementaire a été extrêmement mise, affectée par le président de la République. Alors après cette décision, on a entendu tout au long de la journée la colère dans le camp présidentiel. Je vais juste vous faire part de la déclaration la plus forte, c'est celle de Gabriel Attal aujourd'hui. C'est une déclaration de guerre à nos institutions, dit l'ancien Premier ministre. Vous reprenez cette formule ce soir ? Tout à fait. On a bien ce sentiment que ce n'est pas Emmanuel Macron qui est visé, c'est vraiment la fonction présidentielle qui est attaquée par la France insoumise. Ils ont une volonté de faire tomber cette fonction, de faire tomber toutes ses prérogatives, puisqu'il a cette prérogative de nommer le Premier ministre, ce qu'a fait Emmanuel Macron, donc il est tout à fait dans son rôle. Et aujourd'hui, ça ne plaît pas à la France insoumise, et avec tout le groupe NFP, le Parti socialiste qui fait le passe-plat pour avoir ce débat au sein de la commission et de l'hémicycle. Je crois qu'il est important que les Français prennent conscience que c'est un caprice irresponsable et complètement disproportionné par rapport à la situation. Oui, nous avons une situation inédite, nous l'avons actée. Il n'y a pas de bloc majoritaire qui est ressorti. Il a eu une tendance à vouloir donner à ce bloc de gauche qui était arrivé en tête. On le reconnaît, nous avons perdu la possibilité d'avoir un Premier ministre qui pourrait répondre à une possibilité d'élargissement de cette majorité. Ils n'en ont pas voulu. Ils ont fait une proposition et ils restent arc-boutés là-dessus. Donc je crois qu'aujourd'hui, cette procédure qui est mise juste avant le budget, alors qu'on aura effectivement des débats à avoir très sérieux pour les Français, n'apporte rien aux Français. Et d'ailleurs, on ne comprend pas quel est le but. En fait, c'est de créer une nouvelle élection présidentielle, de faire arriver le Rassemblement national en tête et en gouvernance. C'est une question que je leur pose. Personne n'a compris la dissolution non plus dans votre camp. Est-ce que justement cette procédure de dissolution lancée par le NFP, elle pourrait pas justement permettre de délier les langues au sein de l'Assemblée, concernant l'action du président? On attend de voir ce que dira le Parti socialiste. On attend de voir ce qu'a dit le Parti socialiste. On vous propose d'avoir ce débat. Par contre, on ne la votera pas. Qu'il puisse s'exprimer à ce moment-là très clairement en ce sens. Nous exprimerons évidemment en ce sens. Nous voulons une stabilité de nos institutions. Nous en avons besoin pour les Français d'être les garants d'une représentation large. Et c'est ce que nous voulons au niveau de l'exécutif. Nous appelons également la gauche à pouvoir participer à ce gouvernement et trouver des solutions en faveur des Français. Alors, du côté des Républicains, on sait d'ores et déjà que vous ne comptez pas destituer le président de la République. Quel regard vous portez sur cette procédure ? Je crois qu'il faut avoir une vision plus globale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on souhaite dans la vie politique, c'est-à-dire est-ce qu'on souhaite avoir des députés tiktokers qui font de la polémique, de la manif, de la destitution, ou est-ce qu'on souhaite avoir des parlementaires qui, ce qui était le cas il y a une dizaine d'années, construisent des choses. Moi je suis maire, j'étais lundi avec d'autres maires dans ma communauté de communes, on construit ensemble, on n'est pas toujours d'accord, mais on travaille ensemble. Et je pense que les Français, ils attendent de nos députés aujourd'hui qui travaillent ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils soient d'accord sur tous les sujets, mais qu'ils arrêtent la polémique sans cesse sur des sujets qui ne sont pas des sujets. Je peux comprendre, j'ai été très critique vis-à-vis du président de la République, à la fois sur ce qu'il a fait sur ces 2 quinquennats, sur sa dissolution. Non, mais il peut y avoir le débat politique qui est noble, la contradiction qui est noble, et la posture LFI qui soumet aujourd'hui le PS, qui est un parti soumis à LFI, qui est aujourd'hui la politique du désordre, de la manif, de la petite politicaille sans intérêt. Je pense que les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un projet, qu'on fasse des pas. Moi, par exemple, je suis très intéressé par la question éducative. Quel est le projet sur la question éducation ? On a des Français qui s'interrogent sur la sécurité. Quel projet sur la sécurité ? C'est ça qu'ils attendent
attendent des parlementaires. Et peut-être qu'ils prennent l'exemple sur nous, élus locaux. Au quotidien, on sait faire. Moi, dans ma municipalité, vous avez dit que je suis LR, mais j'ai 2 adjoints de gauche sur 4. Et ben, je travaille avec eux et je suis fier de travailler avec eux. Et je pense que les Français, ils attendent un peu qu'on sorte de ce côté TikTok, de ce côté irresponsable, de ces militants politiques qui n'ont jamais rien géré d'autre que de la polémique politicienne. C'est pas au niveau de la France. Alors Aurélie Trouvé, vous allez répondre dans quelques instants, mais je voudrais d'abord profiter de la présence d'Inaki Echaniz, donc député PS des Pyrénées-Atlantiques, parce qu'on a quand même envie d'avoir des éclaircissements sur la position du Parti socialiste, qui s'est donc positionné hier soir. Alors, pour résumer, de manière peut-être un peu simple, la position du PS, on veut bien discuter de cette procédure de destitution à l'Assemblée nationale, mais on votera contre. Quel est le sens de la position du PS ? Mais effectivement, on parle beaucoup du Parti socialiste ces dernières heures et je voudrais rectifier quelques éléments qui ont été donnés précédemment sur votre plateau. Non, le groupe socialiste n'est pas divisé et non, nous n'avons pas subi de coups de pression de Jean-Luc Mélenchon et nous ne sommes pas soumis aux insoumis. Nous avons eu un débat démocratique au sein du groupe socialiste et je crois que c'est important dans notre pays et dans nos institutions d'avoir justement des débats et que chacun puisse exprimer librement, respectueusement son avis et avoir une réflexion collective sur ce sujet. Et nous avons choisi au groupe d'avoir une réflexion sur le fond, sur le droit, surtout le droit avant de parler d'opportunité parce que ce n'est pas le rôle du bureau de l'Assemblée nationale de parler de l'opportunité politique, mais de simplement vérifier si le texte qui a été présenté par les Insoumis correspondait aux critères de l'article 68. Et selon notre lecture de cet article, il cochait les différentes cases qui étaient édictées. Mais surtout, au groupe socialiste, quand on n'est pas d'accord avec un texte, on le combat sur le fond, on s'exprime publiquement sur les choses et on n'invente pas des procédures de muselage ou d'auto-irrecevabilité, ce qui a tendance à faire le groupe présidentiel et les macronistes ces 7 dernières années, quand ils n'étaient pas d'accord avec un texte, ils usaient ou ils abusaient de toutes les procédures possibles pour museler le Parlement et notamment les députés à l'Assemblée nationale. Il suffit de regarder quelques mois en arrière ce qu'ils ont fait pour la réforme des retraites. Donc effectivement, nous avons voté en faveur de la recevabilité parce que nous considérons que c'était la situation à prendre au bureau de l'Assemblée nationale pour avoir un débat éclairé, accessible aux Françaises et aux Français en commission des lois et au sein de l'hémicycle, libre et clair. Et pour prouver que nous ne sommes pas soumis aux insoumis, nous avons affiché clairement notre vote final qui ne sera pas favorable à la destitution et nous aurons l'occasion à plusieurs reprises d'expliquer aux uns et aux autres pourquoi nous nous positionnons sur cette thématique-là comme d'autres groupes du nouveau Front populaire, ça ne nous empêche pas de travailler ensemble. Et je rebondis sur ce que dit le vice-président LR de l'Essonne. Nous, avec Lucie Castet, nous avons passé notre été à travailler justement avec les uns et les autres, y compris des membres du MoDem, des membres du parti présidentiel, pour aller sur des compromis. Et nous étions les plus légitimes à mener ces discussions-là. Donc nous sommes prêts à porter des compromis, mais sur une base de justice sociale, sur une base de justice écologique, environnementale et de vivre ensemble. Alors vous restez avec nous. Alors non, vous restez avec nous. On va faire passer la parole un petit peu si vous le voulez bien. On a compris. Hein, c'est donc oui sur la forme, non sur le fond. Aurélie Trouvé, vous regrettez d'être lâché par vos alliés socialistes qui voteront contre cette destitution ? Au contraire, le nouveau Front populaire a été uni et solide pour faire en sorte que nous puissions débattre, et c'est ça qui nous importe pour l'instant, pouvoir débattre dans l'hémicycle de cette procédure de destitution, ce qui, je le rappelle, est historique. Et je voudrais répondre aussi à mes collègues, mon collègue des Républicains. Moi, je ne fais pas de politique politicienne, j'agis en tant que député élu de la nation, qui refuse que la démocratie parlementaire soit à ce point étouffée, mais aussi qui refuse qu'on ait un président de la République qui ne respecte pas les résultats des urnes. Parce que oui, c'est quand même la première fois de la Ve République qu'il se passe un scénario comme celui-ci, c'est-à-dire qu'il y a une force politique qui arrive en tête qui n'est pas celle du président de la République et qu'il nomme
Alors, un Premier ministre qui vient d'une force qui a fait 6% aux élections législatives, qui n'a rien à voir avec le résultat des élections. Donc, c'est ce qu'on appelle voler l'élection aux Français. Et donc, nous n'acceptons pas cela, mais nous n'acceptons pas non plus tout ce qui est en train de se passer. Par exemple, je l'ai dit, le fait que le budget ne soit pas transmis aux députés en temps et en heure, etc. Et donc, je le dis, je suis heureuse aussi que chaque député puisse être mis devant ses responsabilités au moment de voter cette procédure de destitution. Et moi, en tant que démocrate, je vous le dis, je voterai pour cette procédure de destitution. Et je le dis aussi, nous allons continuer à nous battre contre le coup de force d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, samedi, à l'appel de nombreuses organisations de jeunesse, à l'appel d'associations, de syndicats, etc., il y aura à nouveau une forte mobilisation dans la rue. Et nous pensons d'ailleurs qu'il faut se battre par tous les moyens légaux qui existent pour pouvoir réagir à une situation que l'on considère grave. Et oui, ça, c'est de la belle politique, justement, de s'opposer à ce déni de démocratie. De la belle manif. Non, mais il y a une. C'est ça qui nous a amené les congés payés, par exemple, les manifestations, si je peux me permettre. Il y a une voie parlementaire et qui est respectueuse des institutions, c'est la censure. Voilà. Et on peut utiliser la censure si on estime qu'il y a une majorité alternative. Je pense qu'on est tous, si on regarde les chiffres, il y a 3 blocs écart. Il n'y a aucun qui n'a la majorité par lui-même. Si on n'est pas dans le cas, et vous le savez très bien, des cohabitations qu'on a connues dans le passé, que ce soit avec Jacques Chirac, Édouard Balladur, Lionel Jospin, on n'est pas dans ce cas d'une majorité relative. Donc il faut bien trouver une solution. Et vous avez la gauche, avec Bernard Cazeneuve, a laissé échapper une opportunité de gouverner et d'appliquer une partie de son programme. Elle a préféré être soumise au LFI, à son délire anti-institutionnel, où on désarme les policiers, où on fait des émeutes, on fait des manifestations. C'est un choix de la gauche. Mais ils ont fait le choix de renoncer pour ne pas appliquer leur programme. Et moi, je regrette qu'on n'ait pas trouvé un parti socialiste républicain pour relever les manches. Effectivement, LR n'était pas forcément programmé pour gouverner, mais c'est le résultat d'un PS qui s'est soumis, d'un PS qui se radicalise, qui n'est plus cette force républicaine qu'elle a été sous le temps, par exemple, de François Mitterrand. Moi, je pense simplement qu'en fait, on a l'impression que les outils constitutionnels qui cadrent notre République sont dévoyés sous couvert de raisons juridiques, en invoquant cet article de la Constitution. Eh bien, on vient faire de la politique. Et c'est ça, en fait, qui vient abîmer nos institutions. C'est ce qui donne l'impression, en fait, qu'elles ne sont pas là pour nous protéger, et nous encadrer. Le président de la République, il a été élu le garant des institutions et pourtant par les Français. Par moment, il les a un petit peu heurtés en mettant sous silence les parlementaires depuis qu'il a dissous l'Assemblée. Les parlementaires se sont reconstitués, on a remonté les commissions et effectivement, la prochaine session ordinaire doit commencer au début octobre. Et en ne permettant pas d'avoir accès aux documents concernant le budget, les lettres plafonds. Alors les lettres plafonds, il y a un moment, est-ce que ça... Alors justement, vous me tendez la perche, on va avancer dans ce débat avec l'autre temps fort politique du jour. Vous venez de l'évoquer, Patricia. Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, Charles de Courson, rapporteur du budget, reçus ce matin à Matignon. Et ils sont repartis en colère car ils se sont vus refuser l'accès aux lettres plafonds, ces documents qui fixent les crédits des ministères. Et c'est un élément très important du prochain budget. Les images avec Florence Thiel et on en parle avec nos invités. Michel Barnier sous pression. Pour lui, la première épreuve du feu sera le budget 2025. Avec sa nomination tardive, le nouveau Premier ministre pourrait présenter son projet de budget devant l'Assemblée, non pas le 1er octobre comme envisagé, mais le 9. À l'Assemblée, le président de la Commission des Finances dénonce un retard de 8 semaines dans l'élaboration du budget. Ce matin, il est venu réclamer à Matignon les lettres de plafond qui indiquent les dépenses pour chaque ministère, sans résultat. On est en colère, voilà. Et on est inquiet par cette dérive antidémocratique et en tout cas contraire aux droits du Parlement. Demain, moi j'irai à Bercy, puisque c'est de Bercy que sont partis ces documents, pour les exiger et voir si Bercy a exactement la même réponse. Selon Matignon, le projet de budget sera construit sur la base des lettres de plafond arrêtées par le précédent gouvernement au cours du mois d'août. Une première version qui prévoit 16 milliards d'euros d'économies. Baisse de crédit pour le travail et la santé, hausse pour les armées ou les sports. Michel Barnier réfléchit, lui, à plus de justice fiscale, mais le Rassemblement national fixe ses limites.
Si le ministre augmente les taxes, c'est une ligne rouge. S'il continue à financer largement les étrangers qui arrivent légalement ou illégalement en France, ce sera une ligne rouge. S'il continue à travers le budget, la politique de M. Dupond-Moretti, ce sera une ligne rouge. Il le connaît d'ailleurs, il le sait, on a mis carte sur table. Le budget s'annonce semé d'embûches pour le nouveau Premier ministre. Patricia. Alors que Éric Coquerel et Charles de Courson étaient à Matignon pour tenter de mettre la main sur ces lettres plafond, pendant ce temps-là, Gérald Darmanin faisait une confidence au groupe Ensemble pour la République. Michel Barnier, a-t-il dit, est très tenté d'aller chercher des pistes d'économie en allant sur l'impôt sur les sociétés. Voilà ce que le Premier ministre aurait dit lors de son entrevue avec Gérald Darmanin ce week-end. Si Matignon parle de « on dit », ils ajoutent que, je les cite, la seule chose dite par le Premier ministre est qu'il ne s'interdirait pas d'aller dans le sens d'une plus grande justice fiscale. Le sujet d'augmenter les impôts est sur la table et n'est visiblement plus un tabou pour Michel Barnier. Mais augmenter les impôts et justice fiscale, deux mots ensemble qui laissent à penser que Michel Barnier ira chercher l'argent chez les plus riches. Alors, est-ce que c'est un petit message, un gage à la gauche pour tenter de faire venir des personnalités de gauche et les faire rentrer au gouvernement ? On verra bien, mais en tout cas, pendant ce temps-là, à l'Élysée, quand on leur demande est-ce que Emmanuel Macron serait favorable à une hausse d'impôts, on nous dit le président de la République préside, le Premier ministre gouverne. Chez les LR, en tout cas, on appréciera, puisqu'ils ont fait de l'augmentation des impôts leur ligne rouge. Est-ce que Laurent Wauquiez aura encore envie d'aller à Bercy avec cet élément-là aujourd'hui en tête ? On verra. Alors, Michel Barnier, de votre famille politique qui ne ferme pas la porte à des augmentations d'impôts, notamment pour réduire la fameuse dette ou encore notre déficit public, qu'est-ce que vous en dites ? Quand on est à plus de 43% de prélèvements obligatoires, je pense que l'augmentation des impôts, il faut vraiment y réfléchir préalablement. Voilà, je ne suis pas extrêmement favorable à ça. Alors, on est dans une situation budgétaire catastrophique, 45 000 euros d'endettement par Français, un petit bébé de 6 mois à 45 000 euros de dette. Moi, je suis assez proche de la philosophie. Il faut plutôt tailler dans les dépenses pour vous ? Je suis plutôt dans la philosophie de Daily Snar, c'est une revue générale des politiques publiques. Regardez l'efficacité de nos politiques publiques. Prenons par exemple l'hôpital. On sait qu'on a très peu de personnel soignant, mais beaucoup de personnel administratif. Et je pense qu'il faut une revue générale de nos politiques publiques. Alors, mais est-ce que vous pouvez nous confirmer ce soir que du côté des DLR, c'est vraiment une option qui est sur la table ? Moi, je ne peux rien vous confirmer. En tout cas, je pense que quand on arrive à ce niveau de prélèvement obligatoire dans le pays, on peut discuter de la répartition de la tâche fiscale. Je pense qu'aller au-delà de 43% de prélèvement obligatoire, il faut vraiment y réfléchir. Parce qu'à un moment, les gens vont investir ailleurs. Les gens qui gagnent beaucoup d'argent vont ralentir leur activité. Est-ce que sa volonté d'aller vers une justice fiscale, plus de justice fiscale, vous suivez ? Il y a deux choses. Il y a le niveau de prélèvement et je pense après la répartition qui peut être les tranches. Qui peut être un débat. C'est pas voilà. Et de toute manière, on est dans une logique, je disais les trois blocs. Il y a forcément une logique de compromis qui va résulter de ce budget. Puisque les LR, et vous l'avez rappelé, on est ultra-minoritaire au Parlement, donc il y aura un consensus. D'où, à mon avis, un certain retard dans l'élaboration du budget, parce qu'aujourd'hui, il faut construire ce consensus politique qui va faire à la fois une majorité relative à l'Assemblée, qui va répondre aussi à certaines attentes qui se sont exprimées lors des élections, et qui va répondre aux défis budgétaires et aux attentes de l'Union européenne, qui nous demande de définir une trajectoire européenne, puisqu'on a été mis en surveillance, puisqu'on a gravement dérapé sur le plan des finances publiques. Alors, cette proposition, cette hypothèse d'augmenter les impôts, elle suscite évidemment beaucoup de réactions et un vif débat politique. Déjà, je voudrais vous montrer cette déclaration de Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre qui demande à Michel Barnier de clarifier sa ligne politique, notamment sur d'éventuelles hausses d'impôts et sur les grands équilibres gouvernementaux. Il va même plus loin. Il dit que la position de Michel Barnier déterminera la participation ou non de personnalités macronistes dans le gouvernement de Michel Barnier. C'est quoi ? C'est une menace de Gabriel Attal ce soir à Michel Barnier ? C'est une discussion que nous avons eue en groupe ce matin avec le groupe Ensemble pour la République pour savoir en fait quelle serait
les conditions de la réussite de ce gouvernement pour les Français. Et donc, dans ces points-là, il y a des choses à éclaircir, notamment sur la question de l'impôt, puisque Michel Barnier, aujourd'hui, est en divergence de ce que nous portons jusqu'ici, pas de hausse d'impôts. Et il y a besoin de ces clarifications. Alors, pas de hausse d'impôts, y compris pour les plus riches, parce que c'est ce qui est sur la table aussi. Et c'est là où il faut pouvoir discuter. D'ailleurs, c'est pour cela que, finalement, transmettre des lettres plafond qui ont été faites par son prédécesseur, Gabriel Attal, serait inopportun. Il faut qu'il puisse s'approprier lui-même ce qui va être déposé au budget, et ça demande un petit peu de temps. Donc ça, moi, je trouve qu'on peut le comprendre tout à fait. Ça fait des grandes lignes. Hausse d'impôt, c'est une ligne rouge pour le camp présidentiel ? Moi, je ne crois pas que ce soit une ligne rouge à poser en préambule. C'est pour ça que nous nous déplaçons en délégation demain matin, menée par Gabriel Attal, pour pouvoir avoir ces Il a demandé une entrevue au Premier ministre. Au Premier ministre, à notre demande, puisque la question était de savoir si, avant la constitution du gouvernement, nous pourrions avoir des grandes orientations, plutôt que de donner un blanc-seing. Ça, nous l'avons dit depuis le début. Mais il faut créer ces conditions de discussion, d'entente, pour être dans les meilleures conditions. Ensuite, lorsque les sujets seront abordés à l'Assemblée nationale. Donc, nous voulons avoir confiance. Nous voulons aussi avoir les intentions de Michel Barnier. Est-ce qu'elles s'apparentent à ce que les LR les Républicains peuvent dire dans la presse, puisque mais on sent quand même, mais on sent quand même que Gabriel Attal il durcit le ton ce soir. Hein. C'est comme ça aussi que vous voyez cette déclaration ? Non, je crois qu'en fait, on a une clarification chez nous pour s'assurer que tout le monde se retrouve en fait dans cette position. Encore une fois, nous représentons au niveau du camp présidentiel un tiers de l'Assemblée nationale. Il faut aussi prendre en compte ces électeurs, ces citoyens. Et dans notre pratique du pouvoir, eh bien, nous ne nous cachons pas d'abord du bilan de ce qui a été fait, de pouvoir maintenir une certaine stabilité et ensuite de pouvoir avancer sur un certain nombre de sujets qui restent à travailler, comme vous avez pu les évoquer. Alors, augmenter les impôts pour les plus riches, ça c'est une mesure qui peut vous plaire à la France Insoumise ? Mais déjà, il faudrait voir le budget. En fait, moi, je ne crois que ce que je vois, et je voudrais répondre à mes collègues macronistes et de droite. En fait, qui est hors la loi en ce moment ? Qui est hors la loi ? C'est le Premier ministre, c'est le gouvernement et c'est la Macronie. Pourquoi ? Parce que vous avez vu qu'aujourd'hui, le rapporteur général du budget et le président de la Commission des finances sont allés demander les documents budgétaires au Premier ministre. D'accord ? La loi organique veut qu'il leur soit rendu, donné ces documents budgétaires. Ça a été refusé. Donc je le dis aujourd'hui, c'est la droite et la Macronie qui sont aujourd'hui hors la loi, qui ne respectent pas les institutions, qui ne respectent pas le fonctionnement de la démocratie parlementaire. Et c'est extrêmement grave. Et non seulement ils sont hors la loi, mais ils sont surtout très hors délai. Parce que pour la première fois de la Ve République, nous allons avoir certainement un budget qui va être présenté sur le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale après la date requise par la loi et les règles de fonctionnement. C'est-à-dire le premier mardi du mois d'octobre, c'est-à-dire le 1er octobre. Ça arrivera après cette date, visiblement. Alors, il y aura sans doute un report d'une semaine, mais est-ce que c'est pas une sage décision compte tenu du contexte ? Ce qui est très grave, c'est d'abord d'avoir fait cette dissolution, ensuite de ne pas en avoir respecté les résultats, ensuite d'avoir mis un gouvernement démissionnaire illégitime, donc sans gouvernement de plein exercice pendant 3 mois, ce qui nous met en marche forcée en matière de budget. Pourquoi à la fin ? Quelle est la raison de tout ça ? Et on le sait bien, c'est pour faire avaler, pour faire adopter au plus vite et je dirais dans l'empressement par l'Assemblée nationale un budget d'austérité budgétaire massive. Et l'on sait déjà, parce que l'on sait quand même par la presse, c'est dingue, moi en tant qu'élu de la nation et député, j'ai plus d'informations par la presse en ce moment quand même. Enfin, on en est là. Donc par exemple, j'apprends... C'est aussi parce qu'à France Info, on est bien informé. Moi qui suis... dans la commission des affaires économiques et dans le bureau, et qui par ailleurs suis chef de file sur les questions agricoles, j'apprends que dans le budget agricole, il y aura moins 8%. Après toutes les mobilisations des agriculteurs que l'on a connues. Moins 8% de budget, mais rendez-vous compte, sur quoi ? Alors je demande, sur quoi exactement ? Est-ce que ça va être les aides suite aux calamités agricoles ? Est-ce que ça va être les aides agro-environnementales ? Sur quoi vous allez couper ? Pardon, mais il n'y a pas d'officialisation sur les chiffres que vous donnez. D'accord, mais c'est ce qui... Pour l'instant, c'est ce qu'on apprend manifestement par la presse. Et d'accord, vous me dites c'est peut-être pas ça, mais nous on aimerait le savoir. Ça fait depuis début juillet que les députés devraient travailler sur le budget. Et après, ça va être notre faute si on est en retard.
voudrais qu'on entende le Parti socialiste sur ces hausses d'impôts. Quelle est votre position de votre côté, notamment pour réduire la dette, pour réduire le déficit public, mettre à contribution les plus riches? Est-ce que ça parle chez vous? Déjà, on est sur une grande hypocrisie de la part des Républicains et du bloc présidentiel qui nous a pointé du doigt en juillet sur le fait que nous n'étions pas en capacité de proposer en 15 jours un nom de Premier ministre. On assiste quand même à un président qui n'a pas choisi son Premier ministre pendant 50 jours et aujourd'hui un Premier ministre qui met plus de 15 jours à constituer son gouvernement et qui, comme l'a dit Madame Trouvé, refuse de transmettre aux parlementaires et notamment au président de la Commission des Finances et au rapporteur général du budget, Charles de Courson, membre du groupe LIOP, les lettres plafond. Donc c'est ça qui abîme en fait les institutions, c'est le fait que des ministres démissionnaires sont aujourd'hui encore députés. Donc effectivement, c'est un théâtre d'ombre qui est organisé entre les LR et la Macronie. Sur le fond, bien sûr que nous avons besoin de justice fiscale. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans sur la question du logement et sur les avantages faramineux, notamment sur les meublés de tourisme dits Airbnb par rapport à la location longue durée. Il y a un rapport issu des rangs du camp présidentiel par Anaïg Lemeur qui montre que 2/3 des propriétaires de Airbnb ne payent pas d'impôts sur leurs revenus. Alors qu'à côté de ça, ceux qui louent à l'année aux travailleurs, aux familles, aux gens qui font vivre nos territoires, payent des impôts. Donc effectivement, il faut remettre de l'ordre et de la justice fiscale. Il faut faire contribuer les plus riches. Il faut permettre aux grandes entreprises de ne plus bénéficier d'aides de l'État sans condition, alors que nos TPE et nos PME ont besoin d'être accompagnés. Donc il faut effectivement faire un grand ménage dans les niches fiscales. Il faut remettre de la justice dans les taux d'imposition et c'est ce que nous proposions dès le départ avec le nouveau Front populaire et Lucie Castet qui était prête à avancer avec les uns et les autres. Et je pense que si le président de la République avait écouté les urnes, nous ne serions pas dans cette situation de blocage aujourd'hui. Et nous appellerons bien évidemment à censurer le gouvernement Barnier sans aucune leçon de morale de la part de la droite et de la Macronie qui elle-même anticipait déjà une censure de Lucie Castet sans même avoir d'éléments alors que nous les réclamons et on nous les refuse, ce qui est complètement illégal. Alors sur la fiscalité, je voudrais vous entendre les uns et les autres sur cette proposition de l'ONG Oxfam qui appelle Michel Barnier à taxer l'héritage des ultra-riches et ça rapporterait, selon cette ONG, 160 milliards d'euros sur 30 ans. Là encore, on est dans cette problématique de taxer les contribuables les plus aisés. Est-ce qu'il faut aller dans ce sens, selon vous ? Écoutez, je pense qu'il y aura un premier budget qui sera un budget assez simple. La construction, non mais attendez, la construction budgétaire, c'est plusieurs mois. Là, on a un Premier ministre qui est nommé au 5 septembre. Enfin, je veux dire, faut être un peu réaliste. Je veux bien que, on va dire, on va sortir tout de façon extrêmement précise. Vous êtes en train de me dire, sur ce prochain budget, on prend pas de risque, Non, mais ça veut dire qu'il va y avoir, je pense qu'il va y avoir un budget, peut-être sûrement des décisions modificatives après. Non, mais attendez, c'est plusieurs mois. Moi, au département, c'est plusieurs mois, dans mon département, plusieurs mois pour construire un budget. Vous pensez qu'un Premier ministre qui est nommé début septembre, qui doit trouver des équilibres politiques, qui doit discuter de ces équilibres politiques avec des partenaires... Ça veut dire que vous êtes favorable à ce report de minimum 8 jours? Ça veut dire... Non mais attendez, il y a une jurisprudence, pour répondre sur le point de vue juridique, il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui pose deux barrières. La première, c'est les consultations qui sont prévues par la loi, consultation du Haut Conseil des finances publiques, Conseil d'État. Et le deuxième, c'est les 70 jours de débat parlementaire. Voilà. Et qui dit qu'on peut déroger. Il y a déjà une décision du Conseil. Donc on ne s'enflamme pas, on ne fait pas de manif, on ne fait pas de destitution, tout va bien se passer. Je pense qu'à un moment, c'est normal qu'il y ait un moment où ça tatillonne. Enfin, je veux dire, écoutez, un Premier ministre qui est nommé le 5 septembre, il ne va pas apporter une réponse sur tous les sujets de fiscalité, y compris les locations Airbnb, même si c'est un sujet très intéressant. Mais je pense que c'est les choses qui vont se faire progressivement. Et je pense que le sujet, et pardonnez-moi, mais le sujet, c'est quand même... Enfin, ça presse, on est quand même... Non, mais c'est quand même le niveau de la dette, le sujet. C'est les 45 000 euros par... mais justement, taxer les plus riches, ça fait partie des solutions pour réduire la dette. Oui, enfin, sur 30 ans. Là, je pense que les urgences, elles sont beaucoup plus importantes. Quand vous êtes mis sous surveillance par l'Union européenne, à un moment...
Il faut un peu réagir. Et on n'est pas sur les 10 centimes qu'on va récupérer. Alors, du côté du camp présidentiel, taxer les plus riches, on a le sentiment quand même que c'est pas vraiment la boussole d'Emmanuel Macron, qui a notamment supprimé l'impôt sur la fortune. Alors, c'était pas la boussole, c'était une réorientation, et l'objectif était de pouvoir donner à la croissance économique, puis derrière, en fait, à l'emploi, une chance de pouvoir rebondir. Et ça, on a un résultat qui est positif, puisque effectivement, le chômage a pu baisser. Donc maintenant, on ne voudrait pas perdre ce bénéfice. On a un besoin de personnes qui travaillent et qui puissent aussi contribuer. Donc la question qui est là posée pour nous, c'est de se dire s'il y a une divergence vis-à-vis de la proposition de Michel Barnier, eh bien comment est-ce que du coup la confiance que nous allons lui donner, notamment par un vote possible du budget, et dans quel cadre elle doit se faire. Donc il y a un peu de temps. Moi je trouve ça aussi tout à fait raisonnable. On voit bien la France insoumise qui essaye d'alimenter la polémique, qui met en scène aussi des difficultés. On a un rapporteur général du budget qui va avec le président de la commission. Je le rappelle, ils sont tous les deux complètement opposés. Et ça, c'est assez nouveau. En général, il y a un camp qui représente l'un et l'autre. Là, on est plutôt sur... Ça s'apparente un peu à Laurel et Hardy quand ils mettent en scène comme ça pour aller chercher des lettres au plafond, où tout le monde sait qu'en fait, elles ne seront pas prises en compte, ou juste en fait pour avoir un cadrage et une base, et que si nous voulons un débat serein et apaisé sur ce qui va se passer pour 2025, on a plutôt intérêt à travailler ensemble. Je tiens à rappeler que les consultations, que les auditions, comme on les appelle au sein des commissions, ont déjà commencé pour avoir les retours de tous les acteurs. Évidemment, on a envie d'avoir aussi les avis budgétaires à notre disposition. Aurélie Trouvé. Je rappelle la situation. Donc, le président de la Commission des finances, le rapporteur général des budgets, qui sont deux fonctions extrêmement importantes de l'Assemblée nationale, vont réclamer des documents budgétaires qui existent. Et là, il y a une violation de la loi. Et non, le respect de la loi, c'est pas optionnel en vérité. Et donc, il faut respecter la loi. Il faut que ce Premier ministre respecte la loi, et il ne le fait pas. Et là, il y a une responsabilité à la fois du Premier ministre et du président de la République. Et oui, ça nous met dans une situation d'examen du budget à marche forcée. Ça, c'est la première chose. Et donc, traiter de polémique une situation aussi gravissime, vraiment, je suis sidérée par votre qualification de la situation. Deuxièmement, sur la dette. Qui est aux manettes? Qui est ministre de l'économie depuis 7 ans? Bruno Le Maire. D'accord, ministre de l'économie d'Emmanuel Macron, qui lui-même a nommé Michel Barnier pour poursuivre sa politique, puisqu'il a été nommé par Emmanuel Macron lui-même, sans faire état du résultat des élections. Cette dette, pourquoi elle existe? C'est pas parce qu'il y a des dépenses publiques qui auraient fortement augmenté. La Cour des comptes le dit elle-même. C'est parce qu'en fait, il y a un très gros déficit de recettes publiques. Parce qu'en 7 ans de présidence Macron, eh bien, il y a 60 milliards en plus qui manquent dans les caisses. Pourquoi? Parce que notamment, il y a eu beaucoup de cadeaux fiscaux faits notamment aux plus riches ou encore aux très grandes entreprises. Et le quoi qu'il en coûte, il faut quand même le rappeler quand même pendant le Covid. Par exemple, l'impôt sur la fortune. Vous savez combien ça nous enlève par an d'argent? Là aussi, c'est la Cour des comptes et d'autres institutions qui l'examinent, qui le calculent. Près de 5 milliards d'euros qui nous manquent chaque année parce qu'on a supprimé l'impôt sur la fortune sur les ultra-riches. Et je vais finir sur le rapport Oxfam. Que vous rétablissez si vous êtes au pouvoir, l'impôt sur la fortune? Bien sûr, et même nous le renforcerons. Et je vous le dis, nous diminuerons l'imposition sur les 90% des ménages aux revenus les plus modestes et nous augmenterons l'imposition de plus en plus sur les 10% les plus riches et au maximum ensuite sur 0,01% les plus riches. Parce que c'est cela, et ça aussi c'est des chiffres, des statistiques qui existent, c'est ceux-là qui se sont le plus enrichis ces dernières années quand les salaires réels ont diminué depuis 3 ans, c'est-à-dire qu'on vit de moins en moins dignement de son travail. Alors il nous reste quelques minutes. Je voudrais quand même vous entendre sur ce gouvernement qui se fait toujours attendre. Il y a encore des discussions entre Michel Barnier et plusieurs interlocuteurs aujourd'hui. Et Patricia, il y aurait des tensions
entre Emmanuel Macron et Michel Barnier. Emmanuel Macron qui aurait demandé à Michel Barnier de revoir sa copie. Oui, des petites tensions, un début en tout cas on n'est pas tout à fait d'accord sur cette coexistence exigeante, cette coopération exigeante, alors que Michel Barnier continue de consulter pour constituer son futur gouvernement. Je vais vous épargner tous les noms qui circulent, parce qu'on va encore en parler demain, après-demain, jusqu'à au moins dimanche. Mais voilà qu'hier, le président de la République est sorti quand même de sa réserve en nommant Stéphane Séjourné, un de ses plus proches, à la Commission européenne, en lieu et place de Thierry Breton, qu'il a lâché, à un poste stratégique. Eh bien, en faisant ça, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a dit à Michel Barnier? Il lui a dit, à lui, l'ex-ministre des Affaires étrangères, à lui, l'ancien commissaire européen, je garde la main. Il n'y a pas de domaine partagé, comme vous l'entendez, monsieur Barnier. Il y a des domaines réservés au président. Alors que Michel Barnier dit au LR, Matignon et votre maison, au risque de finir avec un gouvernement monochrome, Emmanuel Macron se méfie, garde un œil sur les ministères régaliens, intérieur, justice, affaires étrangères. C'est normal qu'Emmanuel Macron garde la main sur les nominations pour les portefeuilles régaliens ? Alors, sur son domaine réservé, moi, je pense que Michel Barnier a tout intérêt à laisser la main à Emmanuel Macron. Michel Barnier qui a parlé de notre politique extérieure. De domaine partagé. Et c'est un débat qui était la semaine dernière. Alors, pour qu'on comprenne bien, on parle de quoi? On parle du Quai d'Orsay, du ministère des Armées, et le ministère de l'Intérieur? C'est les deux. Okay. Ministère des Armées. Emmanuel Macron va également avoir un œil quand même sur l'Intérieur et la justice. Si vous arrêtez de m'interrompre, je pense qu'on pourra y arriver. Mais effectivement, moi, je pense que le domaine réservé, qui est vu par le président de la République, qui va continuer son action extérieure, qui est d'ailleurs très bien vu par les pays alentours, en Europe et à l'international, c'est les retours que nous avons. Je pense qu'on peut continuer de lui faire confiance. Et moi, j'en demande aux Français de continuer à avoir cette confiance. Donc, sur ces domaines réservés, je le redis, je pense que Michel Barnier a tout à fait intérêt à pouvoir travailler en confiance avec le président et à suivre ses volontés. Là, en l'occurrence, pour Thierry Breton, qui n'a pas pu être nommé, eh bien, il fallait trouver une solution assez rapidement. J'ai toute confiance en Stéphane Séjourné, qui connaît très bien les institutions. Il vient du Quai d'Orsay et donc je pense qu'il faut pouvoir aller dans ce sens-là. Maintenant, on a ce gouvernement à constituer. Il faut qu'il puisse représenter assez largement et le président de la République le nommera. Ce sera à l'Élysée que les noms seront donnés. Et donc, il va avoir un œil dessus. Mais encore une fois, moi je crois qu'il a une vraie volonté de pouvoir faire un pas de côté. Il préside, le gouvernement gouverne. Il faut trouver les périmètres de chacun. Il y en a qui parlent de territoire, mais je pense que c'est vraiment ces périmètres-là. C'est la première fois qu'on se retrouve, non pas en cohabitation, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue qui se dégage, mais sur cette coexistence, et donc de savoir ce que chacun peut apporter et contribuer. Le fait que ça coince entre Emmanuel Macron et Michel Barnier sur le régalien, qu'est-ce que ça vous inspire? Normal? Je trouve ça plutôt positif, ces frictions, quitte à vous chagriner, mais je vois deux intérêts. Le premier, c'est qu'il y a un cadrage, et on est dans une situation politique et institutionnelle exceptionnelle, et je trouve ça bien qu'il y a un cadrage au départ. Et deuxièmement, ça montre que c'est pas la continuité de ce qui se passait. Voilà. Et donc, pour ces deux intérêts-là, je trouve que ces frictions sont utiles pour que la suite se passe sereinement. Alors du côté du PS, pour conclure, vous regardez ces négociations d'un œil attentif, d'un œil lointain? D'un œil assez circonspect, parce qu'on est dans toute la contradiction de la Macronie et de la droite qui nous a pointé du doigt pendant des mois. On se retrouve aujourd'hui avec toujours pas de gouvernement. On est dans une guerre des places. Tout simplement parce que les LR négocient un nombre de ministres, pendant que Renaissance en discute un autre. On a un Premier ministre qui est un simple collaborateur. La preuve en est du président de la République, avec un groupe ultra minoritaire à l'Assemblée nationale. Donc c'est un alliage assez étrange qui va avoir du mal à voler. Et puis, pour reprendre ce qu'a dit ma collègue Renaissance, on est quand même avec un événement assez grave de ce qui se passe à la Commission européenne, avec la démission sous pression de M. Breton, parce qu'il était en désaccord avec Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron qui se plie au désirata de Madame von der Leyen. C'est ça qui devrait aussi appeler notre attention ce soir, c'est de voir qu'Emmanuel Macron décide de tout seul, et met en péril la place de la France au sein de l'institution européenne, et qu'on est en train de voir
une petite guerre des places entre Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, certains macronistes pour savoir qui aura quoi, pour essayer de tenir un maximum. Tout ça en ne permettant pas aux Françaises et aux Français d'avoir des avancées dans leur vie, de ne permettant pas aux parlementaires de débattre du budget. Donc c'est une forme de farce en fait qui nous est faite à nous parlementaires de gauche, aux électeurs qui se sont mobilisés aux élections législatives et qui ont demandé une note politique, parce que tout ce que cela va donner, ça va être de la déception, de la colère et surtout une fracture encore plus grande dans notre pays entre, comme on l'a dit tout à l'heure, les plus riches et ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. Alors, on continue d'évoquer ce gouvernement en attente, toujours avec Louis Augry qui nous a rejoint. Bonsoir, comme chaque soir, c'est notre rubrique Vrai ou Faux. Et on parle d'une nomination qui risque de faire grincer des dents à l'Élysée, celle du nouveau conseiller en communication de Michel Barnier. Sur les réseaux, il n'était pas tendre avec Emmanuel Macron. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Son nom, Nicolas Van Bremersch. Vous allez le voir à l'écran. C'est un spécialiste du numérique, fondateur de l'agence de communication Spin Tank. Et il devrait devenir, vous l'avez dit, le nouveau conseiller communication de Michel Barnier. Il sera notamment en charge de la stratégie digitale du Premier ministre. Alors vous le savez, comme à chaque nomination un petit peu importante, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est d'exhumer d'anciens messages sur les réseaux sociaux. Nos confrères du média La Lettre s'y sont penchés, nous aussi. Et on peut dire qu'en tant que spécialiste du numérique, Nicolas Van Bremersch doit savoir que sur les réseaux sociaux, il reste des traces et tout reste, car il n'a absolument rien supprimé de tous ces très nombreux tweets d'opposition à Emmanuel Macron. Alors vous allez voir, il se définit comme quelqu'un de plutôt modéré, de centre-gauche. Il dit en 2018 avoir voté pour Emmanuel Macron aux 2 tours, mais garde toujours la même ligne, être très critique envers le président. On est en juillet 2018, on est en pleine crise liée à Alexandre Benalla, et lui, voilà ce qu'il publie, vous allez voir. La question est de savoir si le couple Macron fait des plans à 3 avec le nervi, comprenez, avec Alexandre Benalla. Le reste de ces messages qui sont plus récents sont plus centrés sur l'analyse politique, mais vous allez voir qu'ils ne sont pas forcément moins virulents. Il fustige notamment en juin dernier la lettre aux Français du président. Il dit ceci, lettre affligeante, justification molle, récit autocentré et campement sur une posture de chef de majorité. En concluant, l'unité ne viendra pas de lui, on peut dire que le ton est donné. Le communicant imagine ensuite un scénario de la démission d'Emmanuel Macron après la dissolution. Et comble de l'ironie, vous allez voir, il parle de la communication du président. Je ne sais pas qui conseille ce monsieur en communication, mais il y a aussi des professionnels, sinon ça se traite. Vous voyez un petit peu l'ambiance, c'est donc lui qui va être le nouveau conseiller communication de Michel Barnier à Matignon. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est un message assez clair envoyé par Matignon ? On rappelle aussi que Michel Barnier, dans le passé, a été critique envers Emmanuel Macron. Exactement, je pense que c'est bon de le rappeler, parce qu'effectivement, les exemples ne manquent pas non plus. Je vais vous en citer quelques-uns. En 2021, notamment, lors de la primaire des Républicains, il estimait que notre pays n'a pas été bien gouverné et parlait d'un échec clair du président Macron qui a dirigé le pays, je cite, de manière solitaire et arrogante. En 2022, Michel Barnier balaye d'un revers de main un possible rapprochement des LR avec les macronistes. Il estime que ce ne serait pas une bonne chose pour notre pays. Et la même année, quelques mois plus tard, voilà ce qu'il dit sur le plateau de France Info à propos d'Emmanuel Macron. Il est responsable de l'effondrement de notre commerce extérieur, il est responsable de l'explosion de notre dette et de notre déficit, il est responsable du chômage, et il est responsable de l'insécurité. Et il n'échappera pas à cette responsabilité, ça va être l'objet de la campagne présidentielle, que de souligner cette responsabilité. Voilà, vous avez entendu Michel Barnier, Emmanuel Macron responsable de beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est lui qui est à Matignon. On l'a entendu, il n'a pas toujours été très tendre avec Emmanuel Macron, son futur conseiller non plus, on peut dire que ça promet. Et c'est aussi pour ça qu'on aime la politique. Merci beaucoup Louis. Merci à vous. Vrai ou faux, chaque soir dans le 21-22 de France Info. Merci beaucoup et merci également à nos invités.